Oui, bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Il est 18h02. On va, je pense, commencer notre webinaire. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire de la concertation continue sur le projet EPR2 de Panly. Je suis Simon Blau, missionné par EDF donc, pour animer cette séance et je suis accompagné donc, de ma collègue Fiona Boisard. Je vais prendre quelques instants en premier lieu pour vous présenter le cadre de ce webinaire. On va commencer par son déroulé. Ce déroulé qui devrait nous amener sur les coups de 19h30. Donc, ça commencera par une présentation du cadre de la rencontre de ce soir. Et puis ensuite, nous aurons des présentations sur la prise en compte du changement climatique dans la conception du réacteur EPR2. Donc, tout ça devrait prendre à peu près 30 minutes. Et puis ensuite, place aux échanges sur la seconde moitié de la soirée, de la soirée, et puis une conclusion sur les coups de 19h30. Alors, les principes du webinaire, en premier lieu, je vous inviterai à toutes et tous à la bienveillance et à l'écoute entre toutes les personnes présentes. Je vous inviterai aussi à une certaine forme de concision dans vos prises de parole, afin qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer pendant la soirée. Et puis, dans une optique de transparence et de traçabilité des échanges, je vous prierai de bien vouloir vous présenter quand vous souhaiterez prendre la parole. À noter que vous avez trois moyens pour vous exprimer ce soir, à tout moment via le fil de conversation Teams. Et puis, pendant le temps d'échange, vous pourrez lever la main. On y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, dès à présent, je vous propose aussi de répondre à un petit sondage en ligne via l'outil Slido, euh, via l'outil Slido qui va s'afficher. Alors, pardon, petit couac de notre côté. Quelques instants, je vais reprendre la main sur la présentation. Merci de votre patience. Voilà, vous devriez cette fois avoir le sondage qui s'affiche à l'écran. Encore une fois, désolé pour ce petit couac technique. Donc, je C'est vous invite reparti, à... Simon. Simon, ça a requitté l'écran. Ah, mince. Hop, je le remets, pardon. Merci, Antoine. Voilà, cette fois, vous devez l'avoir à l'écran. Donc, un petit sondage, vous pouvez utiliser soit le QR code à flasher avec votre téléphone, et puis sinon, on va mettre le lien également dans la conversation Teams dans quelques instants pour que vous puissiez répondre à ce petit sondage. Voilà, on souhaitait savoir si vous aviez déjà participé soit au débat public sur le programme de nouveaux réacteurs nucléaires de Panly, à la concertation continue sur le projet EPR2 de Panly, au débat public sur le projet de réacteur EPR2 à Gravelines, peut-être même les trois à la fois, ou en tout partie, ou aucun de tout ça. Voilà, je vous laisse quelques instants pour répondre à ce petit sondage dont les résultats s'affichent à l'écran. Donc on voit que vous avez d'ores et déjà été nombreux à suivre le premier débat public donc, qui s'était tenu en 2022-2023 sur le programme de nouveaux réacteurs et le projet EPR2, le premier projet de ce programme, le projet EPR2 de Panly. Et puis ensuite, à part égale pour la concertation continue sur le projet EPR de Panly et sur le débat public qui est en cours depuis déjà quelques semaines sur le projet de réacteur EPR2 à Gravelines. Et quelques-uns d'entre vous n'avaient suivi aucune de ces rencontres en particulier. En tout cas, je note que quand même, vous êtes d'ores et déjà parmi les 13 répondants, nombreux à avoir suivi le premier débat. Voilà, le sondage va rester encore ouvert quelques instants, donc vous pouvez continuer à y répondre. Et pour terminer cette séquence introductive, je vais présenter également les intervenants qui seront là ce soir.
En premier lieu, Olivier Durand, qui parmi ses nombreuses casquettes a la responsabilité de la concertation sur le projet EPR de Panly. Nous avons également Monsieur Antoine Ménager, également d'EDF, qui était responsable du débat public EPR de Panly, qui est aujourd'hui responsable pour EDF du débat public EPR de Gravelines et qui assure ce soir une certaine forme de continuité entre ces procédures et la concertation continue. Et nous avons également Madame Clotilde Richevan, directrice technique du projet EPR2. Et je n'oublie pas nos garants également, Monsieur Bompard, Madame Boulet de Santiago et Monsieur Roudier qui prendront la parole dans quelques instants. En premier lieu, donc, je me tourne vers vous, Olivier Durand, pour que vous nous disiez quelques mots sur la concertation continue de Panly. Où est-ce que nous en sommes? Alors, comme ça a été dit juste avant, et je vois que vous êtes nombreux à avoir participé au débat public qui était lié au projet OPR de Panly et au programme de construction de 6 réacteurs, cette concertation continue, elle est sous l'égide de 3 garants, concertation continue pour le projet EPR de Panly. Les 3 garants sont connectés ce soir, hein, messieurs Roudier, Bompard et puis Madame Munoz de Santiago. On a démarré cette concertation suite à la nomination de ces 3 garants en septembre 2023. Le débat public s'était clôturé, lui, début 2023. C'est une concertation dont les objectifs sont assez clairs. Elles sont de poursuivre l'écoute du territoire pendant cette phase de projet, de dialoguer avec ce territoire et d'informer sur l'avancement du projet et des aménagements associés. Donc on vous a mis à gauche quelques éléments de cette concertation continue. On a tenu 4 réunions publiques au cours de cette année, un atelier thématique et 3 débats mobiles. Ce sont des opérations de proximité et de contact avec la population, ce qui a permis de réunir un peu plus de 700 participants. À la suite de ce débat public qui portait sur EPR de Panly, on a aussi des sujets nationaux qui ont été émergés, ceux qui sont liés à la politique énergétique, à l'économie et au financement du projet, à la maîtrise des risques liés à la dérive des coûts, aux combustibles usés et déchets et aux risques liés au dérèglement climatique. Ce webinaire de ce soir, il s'inscrit pleinement dans ces sujets dits généraux, notamment sur les risques liés au dérèglement climatique. Et ce webinaire vise à éclairer sur la prise en compte du réchauffement climatique dans la conception de PR2 Panly. On peut passer au slide d'après. Pour information, cette concertation continue, elle s'appuie sur des dispositifs physiques qu'on vient de voir juste avant, mais elle s'appuie aussi sur une plateforme digitale. Vous aurez le lien en fin de réunion qui vous sera donné avec le flashcode. Une plateforme qui est ouverte depuis le mois de janvier de cette année et qui permet de donner de l'information et de l'actualité sur le projet, les aménagements associés, mais aussi de l'information sur les sujets dits généraux. Là, on vous a mis 2 éléments qui ont été ajoutés sur la plateforme concernant le dérèglement climatique récemment. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de suivre l'avancement, mais aussi de trouver de l'information sur les différents sujets liés à EPR2 Panly. Merci Monsieur Durand. Je passe maintenant la parole à notre garante et à nos garants pour un petit mot d'introduction. Je crois que c'est vous, Monsieur Bompard, qui commencez. Oui, on s'est réparti donc les tâches avec Jacques. Donc, comme a dit Olivier Durand, notre rôle en tant que représentant de la CNDP, c'est-à-dire qui est une autorité administrative indépendante, c'est notamment, si j'avais quelque chose à mettre en valeur, c'est l'article 7 de la Charte de l'environnement. Hein. Toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Bon, ça c'est un élément extrêmement important. Sur les points, c'est le premier webinaire qui traite de sujets généraux. Il y a eu des réunions publiques qui sont tenues sur place. Nous avons assisté à toutes les réunions publiques, d'ailleurs en tant que garant. En tant que tel, et toutes réunions publiques ont attiré d'ailleurs de nombreuses personnes et ont soulevé des problèmes pratiques. Et là, nous sommes plutôt dans une réflexion d'ordre plus général, plus à long terme,
on peut dire. Et on a pris, dans tous les points qui ont été soulevés par Olivier Durand, on a pris un accord avec les maîtres d'ouvrage, enfin avec EDF et essentiellement dans ce cas de figure, même si RTE est partie prenante du processus, les risques liés au dérèglement climatique et aux épisodes caniculaires de forte intensité. C'était un des intitulés de la déclaration de la CNDP du 4 septembre de cette année. Alors, pourquoi cela? Parce que sur les autres points, c'est beaucoup plus délicat. Le premier point, notamment, c'est le cadre général proposé par le gouvernement pour la politique énergétique à venir. Et nous sommes en plein dans le débat public sur la PPE et la SNBC. Hein. Donc, on ne peut pas demander, je dirais, d'avoir un webinaire avant même que, a fortiori dans une situation où, comme tout le monde le sait, nous avons jusqu'à présent un gouvernement démissionnaire. Donc nous veillons, et en plein accord d'ailleurs, en travail positif avec les représentants d'EDF, à ce que le public puisse poser toutes les questions, avoir les réponses. Si vous allez sur le site ou durant le webinaire, on verra, de manière à ce que rien ne soit mis sous le tapis, comme l'on dit. Personne n'a intérêt d'ailleurs à mettre les choses sous le tapis quand il s'agit du nucléaire. C'est un sujet suffisamment important et conséquent pour que ces choses-là soient connues de tout à chacun. Il y a des désaccords sur la question, tout le monde le sait, mais ce que nous veillons, nous, en tant que membres garants continus, comme on dit, c'est-à-dire qui mettons en avant ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que nous ne souhaitons pas que les formes soient des formes, je dirais, d'affrontement stériles et inutiles. Il faut que chacun argumente. C'est un élément extrêmement important, argument. C'est sur cette base-là, d'ailleurs, que nous avons fait notre premier rapport des garants le 6 septembre 2024, qui est accessible, qui est sur le site d'ailleurs, Grand Chantier, hein, et que vous pouvez consulter. Et vous n'hésitez pas à nous envoyer aussi sur l'adresse mail qui est mise, concertation-panly@garant-cndp.fr, à nous poser des questions dans lesquelles nous engageons, en fonction de l'objet, à les transmettre au maître d'ouvrage. Voilà, et je vous laisse maintenant la parole pour le sujet redoutable, qui est le changement climatique et la construction de nouveaux centrales nucléaires. Merci, Monsieur Bompard. Et pour terminer cette mise en contexte, je vais passer la parole à Monsieur Ménager. Vous avez suivi le premier débat public de 2022-2023 sur le programme et sur la première terre à Panly. Vous suivez aujourd'hui le débat public EPR de Gravelines. Comment ce sujet du changement climatique a-t-il été abordé dans ces cadres? Votre micro est coupé. Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même un rappel, c'est-à-dire que même si c'est un sujet qui a fait l'objet d'une recommandation de la CNDP avec l'avis en septembre que mentionnait M. Bompard, c'est un sujet qui a quand même été largement traité dans ce premier débat. Il était au cœur du dossier du maître d'ouvrage. Il a fait l'objet d'un travail conséquent dans ce débat de controverses techniques, et donc le changement climatique faisait l'objet de controverses techniques. Et je vous renvoie à ces documents, puisque ça avait été justement argumenté très largement par de nombreuses parties prenantes. Donc, il y avait eu un travail conséquent. Ce qu'on peut regretter, c'est que la commission n'avait été pas en mesure de tenir la séance du 2 février à Lyon, dans laquelle il était prévu d'exposer ces sujets. En tout cas, on le regrette vivement, nous, côté maître d'ouvrage. On aurait aimé, c'est-à-dire que quand on nous reproche de ne pas avoir répondu aux questions, on rappelle qu'on n'a pas été mis en condition de pouvoir le faire. On a aussi évidemment pris en compte les recommandations qui ont été émises par la CPDP dans son compte-rendu, ça c'était avril 2023, et vous voyez le document en vert, c'est la réponse précise aux recommandations qui nous étaient faites sur le sujet. Donc ça, c'est pour vous rappeler que ce sujet il a quand même été traité. Et puis, donc, ce qui accompagnait nos recommandations, c'est important, à la suite d'un débat public, c'est la décision que prend le maître d'ouvrage suite au débat. La décision, ça avait été de poursuivre la préparation du programme et surtout, cette préparation, de passer par le dépôt des différentes demandes d'autorisation pour le projet Panly.
Et dans ces demandes d'autorisation, il y a celle qui demande l'autorisation de création, la fameuse DAC. Et c'est important par rapport au thème de ce soir, puisque dans ce DAC, cette demande de DAC, il y a la version préliminaire du rapport de sûreté, et ça marquait l'instruction par l'autorité de sûreté nucléaire avec son appui, l'IRSN. Donc voilà pour recontextualiser sur cette première partie. Et puis maintenant, très rapidement, ce qui est en cours à Gravelines, puisque comme c'est en cours, on ne va pas faire. Ce que je veux juste citer, et c'était aussi ça la chronologie, pourquoi on fait ça aujourd'hui, c'est qu'il y a 2 jours, à l'initiative de la commission particulière présidée par M. Martin, j'ai vu qui était connecté à ce webinaire, il y avait une thématique environnement dans laquelle le sujet changement climatique et particulièrement risque de submersion à Gravelines était fortement présent. Et donc, il y a eu un webinaire de 2 heures sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui a vraiment approfondi le sujet. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on n'est ni sur un projet particulier, on est vraiment sur la conception générique, c'était dit par M. Bompard, on est sur les aspects généraux, et donc comment le changement climatique, il influe sur la conception au sens générique, au sens de l'objet standard, puisque vous savez que PR2, c'est renouer avec l'effet de série, un objet standard, dans la conception générique du réacteur EPR2. Voilà, je pense qu'on en a assez dit pour replanter le contexte. Je pense que maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, et je laisse la parole à la suite. Merci, Monsieur Ménager. Et effectivement, maintenant, on place au cœur de la présentation de ce soir avec vous, Madame Rissouan. Vous êtes directrice technique projet EPR2 et vous allez nous expliquer comment les effets du changement climatique sont pris en compte dans la conception du réacteur EPR2. Oui, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, déjà, quelques éléments généraux sur la démarche de conception avant de détailler plus particulièrement le sujet du changement climatique. La démarche de conception là, des réacteurs à eau pressurisée comme le PR2, elle est cadrée par un guide qui a été publié en 2017 par l'autorité de sûreté nucléaire qui s'appelle le guide numéro 22. Mais au-delà de son numéro, ce guide, son objectif, c'est de traiter de la prévention des incidents et des accidents de nature radiologique et de la limitation de leurs conséquences. Et c'est un guide qui tient compte des enseignements de l'accident de Fukushima. Et dans ce guide, il est demandé de prendre en compte à la conception les agressions externes. Donc, ce qu'on appelle agression externe, c'est tout événement ou situation qui va trouver son origine à l'extérieur de l'installation et qui pourrait entraîner des dommages aux équipements nécessaires pour la sûreté. Et donc, parmi ces agressions, il y en a qui sont sensibles au changement climatique et qui vont faire l'objet d'une attention particulière, notamment sur le PR2. Et donc, ces agressions sont les températures chaudes de l'air et de l'eau et les niveaux d'eau. Donc, en bord de mer, ça se traduit par le niveau marin, les vagues et le clapot. Et en bord de rivière, par l'étiage. Donc, si on détaille maintenant un peu plus précisément comment on prend en compte le changement climatique dans le traitement de ces agressions. Donc déjà, il faut distinguer le sujet de la démonstration de sûreté du fonctionnement normal de l'installation. Donc si on s'arrête sur le sujet de la démonstration de sûreté, donc ça c'est quelque chose qui est aussi cadré là, dans le guide numéro 22 de l'ASN. On nous demande de prendre en compte des aléas avec une probabilité d'occurrence de 10-4 par an, c'est-à-dire des aléas qui ont une chance sur 10 000 d'être dépassés dans l'année. Et par ailleurs, quand on caractérise ces aléas, on doit prendre en compte le changement climatique. Donc, pour ça, côté EDF, on va s'appuyer sur les modèles et les scénarios des rapports du GIEC. Et par ailleurs, donc ça c'est un choix que fait l'exploitant, on va se projeter en 2100, c'est-à-dire à la fin de vie de l'installation PR2, pour caractériser ces aléas. C'est-à-dire que dans ce qu'on va caractériser, on va caractériser un aléa qui, en 2100, aura une chance sur 10 000 de se produire dans l'année. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les phénomènes naturels, on les prend aussi en compte à la conception de l'installation vis-à-vis des enjeux de production d'électricité, mais aussi de préservation de l'environnement.
Donc, ces aléas, on va les déterminer à un instant T, mais bien sûr, les données météorologiques, elles évoluent de façon continue. Et donc, pour cela, on s'est doté là, en 2016 d'un service climatique qui fait l'objet d'une expertise reconnue dans la communauté scientifique, qui assure une veille scientifique, mais aussi un suivi des données hydrométéorologiques au droit de tous les sites de production d'EDF, et qui va également réaliser des projections en climat futur au niveau de nos sites pour définir les données qu'il faudra qu'on prenne en compte dans la caractérisation de nos aléas, et en particulier sur des paramètres d'intérêt comme la température. Cette veille climatique, en fait, elle va permettre d'anticiper les conséquences des évolutions climatiques sur le respect des objectifs de sûreté, et elle va aussi pouvoir nous conduire à des analyses approfondies en cas d'événements climatiques majeurs, comme ça a été le cas, par exemple, pour la canicule de 2003, qui, comme on le sait, a conduit à des valeurs de température très élevées et pour lesquelles on a utilisé les données pour réévaluer la caractérisation de nos aléas avec ce nouveau jeu de données. Donc, l'objectif, in fine, c'est de s'assurer que nos niveaux de protection vont rester suffisants avec ces nouveaux jeux de données qui sont établis par la veille climatique et qu'on va venir réactualiser indépendamment des accidents climatiques à chaque réexamen périodique de sûreté, environ tous les 10 ans, comme c'est déjà le cas sur le parc en exploitation. Et donc, pour EPR2, la prise en compte du changement climatique, elle va faire l'objet d'une démonstration à plusieurs étapes dans le projet. Donc, la première étape, c'est via la demande d'autorisation de création, comme a dit Antoine, par l'intermédiaire du rapport de sûreté. Mais on va la mettre à jour au moment de la mise en service de l'installation, puisqu'on devra déposer une demande de mise en service avec une version réactualisée du rapport de sûreté. Et ensuite, en exploitation, comme on fait déjà sur le parc en exploitation, à l'occasion de chaque réexamen de sûreté, donc environ tous les 10 ans, on remettra à jour notre démonstration de sûreté. Donc, plus concrètement, comment ça va se traduire sur les températures chaudes, et après on verra les niveaux marins. Donc déjà, comme l'a rappelé Antoine, le projet EPR2, en fait, c'est un programme d'installation de 3 paires de PR2 sur 3 sites en France. Et la logique qu'on a retenue côté EDF pour cette conception, c'est de définir une conception générique qui va être basée sur des valeurs qui couvrent les données des 3 sites d'implantation envisagés, et en particulier le site de Panly. Et on a défini nos valeurs en 2015, parce qu'il faut savoir que nos études de conception, elles remontent à 2015, c'est-à-dire de façon quasi concomitante avec l'émission du 5e rapport du GIEC, si bien que les valeurs qu'on a retenues initialement à la conception ont été basées sur la base de ces valeurs du 5e rapport du GIEC. Donc, vous voyez ici les valeurs qui ont été retenues. Donc, si on les accompagne un peu, donc, dans le tableau du dessus, vous avez les valeurs retenues pour la conception des équipements qui sont nécessaires à la sûreté. Donc, on va aller chercher, comme on le disait tout à l'heure, des aléas qui ont une période de retour de 10-4, c'est-à-dire une chance sur 10 000 d'être atteint dans l'année, et on va aller chercher un scénario de forçage radiatif pénalisant. Alors, ce qu'on appelle les scénarios de forçage radiatif, c'est ce que vous avez sur le graphe de gauche. Là, il y a 4 scénarios dans le rapport du GIEC, du moins pénalisant au plus pénalisant. Ça correspond à des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre.
Et on va aller regarder les valeurs des 3 sites envisagés pour le PR2. Et donc, ça nous amène à des valeurs qui sont donc de 48 degrés pour la température d'air et de 30 degrés pour la température d'eau pour les sites bord de mer. Ce sont des valeurs instantanées, de température instantanée observées sur une journée. Et pour la disponibilité, donc ça c'est pour les valeurs de conception pour les équipements qui vont servir à la production d'électricité en fonctionnement normal. Là, on va chercher des températures qui sont définies par la valeur dépassée en moyenne 7 jours par an en 2100, c'est-à-dire qu'on considère acceptable de devoir arrêter la production 7 jours par an en 2100 pour des raisons climatiques, mais ceci sans impact sur la sûreté. Et la valeur qui traduit cet objectif, c'est donc 43 degrés pour la température d'air et 26 degrés pour la température d'eau. Alors, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, puisque c'est aussi un sujet de veille climatique ou de veille scientifique. Mais donc, bien sûr, on a établi nos valeurs en 2015, mais on a eu des nouvelles données en 2023 à considérer, comme le 6e rapport du GIEC. Mais également le lancement de travaux là, par le gouvernement pour établir ce qu'on appelle la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, donc la TRAC, qui est une trajectoire dont l'objectif est d'harmoniser sur le territoire français l'ampleur des dispositifs d'adaptation au changement climatique et de les décliner ensuite localement. Et cette trajectoire, elle considère une augmentation de 4 degrés de la température moyenne annuelle en France métropolitaine par rapport à l'ère pré-industrielle, alors qu'elle est de 3 degrés au niveau mondial. Donc ces deux événements ont été analysés de plus près par nos services, et en particulier notre service de R&D. Et ce qu'on a analysé nous a conduit à 3 conclusions. La première, c'est qu'il existe une variabilité assez importante dans les résultats dans le rapport du GIEC en fonction des couples modèles scénarios considérés. Alors, ça veut dire quoi? Dans le rapport du GIEC, il faut savoir qu'il y a environ une vingtaine de modèles différents qui sont représentés dans le rapport, qui modélisent les évolutions climatiques. Et il y a également plusieurs scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on voyait dans le slide précédent, qui sont considérés donc en fonction des couples. On a plusieurs couples possibles de modèles scénarios. Et en fonction de ces couples modèles scénarios, on peut observer jusqu'à 4 degrés d'écart sur les températures modélisées. Donc, c'est ce qu'on appelle la variabilité. Donc ça, c'est déjà un résultat important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'on a déjà 4 degrés, on va dire, de marge d'incertitude sur les valeurs. Et indépendamment de ça, quand on se projette à long terme, typiquement à fin de siècle, et sur des températures, on va dire, extrêmes, dans le sens où on évoquait tout à l'heure, avec une probabilité d'une chance sur 10 000 d'être atteint, là, le niveau d'incertitude est très élevé. On peut avoir jusqu'à 10 degrés d'incertitude sur la valeur estimée à fin de siècle dans les extrêmes. Et le dernier constat, c'est que les températures de sûreté d'air du 6e rapport du GIEC sont plus élevées que dans le 5e rapport du GIEC. Voilà, donc avec toutes ces informations, ça nous a conduit à devoir réévaluer notre démarche et nos jeux de données pour la conception. Si je me permets, à ce stade, c'est important, dans la chronologie, et c'est le moment où on est rentré dans le débat de Gravelines et qu'on a publié le DMO de Gravelines. Donc le DMO de Gravelines, évidemment, il ne rentre pas dans le détail de tout ça, mais il dit bien de ce point de départ. C'est comme ça qu'on peut faire la connexion entre les deux. Donc là, on est cohérent au lancement du DMO et du débat de Gravelines.
Alors, la nouvelle démarche qu'on a définie sur la base de ces nouveaux éléments, on a établi un nouveau jeu de données qui va être basé sur 2 horizons de temps. Donc, le premier horizon de temps, c'est celui qui est en bleu clair, là, c'est à mi-vie de l'installation, c'est-à-dire, on va dire, à horizon 2070, c'est-à-dire au bout de à peu près 30 ans de fonctionnement. Ce qu'on a souhaité, c'est de dimensionner l'installation sur la base d'aléas qu'on va projeter à cet horizon de temps, en nous basant, là encore, sur un scénario d'émissions de gaz à effet de serre pénalisant, mais aussi sur une approche multimodèle. Donc, on disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs modèles disponibles dans le rapport du GIEC, dans le 6e rapport du GIEC. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher plusieurs modèles différents et on a retenu le modèle le plus pénalisant de tous ces modèles-là. Donc, ce qui nous permet d'avoir une approche conservative. Cet horizon de temps, on l'a choisi aussi parce que c'est un bon compromis entre le fait de limiter les incertitudes climatiques, puisqu'on disait tout à l'heure, si on allait chercher une projection à 2100 avec 10 degrés de pénalité d'incertitude, c'est trop conservatif. Donc, du coup, on a choisi cet horizon de temps pour avoir un compromis entre le fait de limiter les incertitudes, mais en même temps d'avoir un horizon suffisamment lointain pour s'assurer que notre conception est suffisamment robuste au changement climatique. Et ce qu'on vérifie par ailleurs, cette fois à l'horizon fin de siècle, c'est que les valeurs qu'on détermine là sur la base de cet horizon 2070 restent cohérentes avec les valeurs de la trajectoire France à plus 4 degrés. Donc ça va nous conduire à faire évoluer nos jeux de données. Donc c'est ce qu'on a mis sur ce slide. Et au final, il n'y a qu'une seule valeur qui évolue, puisque les autres étaient suffisamment enveloppes dans leur caractérisation initiale. Mais en tout cas, pour la température d'air instantanée de sûreté, on a été amené à réévaluer la valeur de 48 à 53 degrés en valeur instantanée, ce qui est une valeur très élevée et très dimensionnante pour la conception. Pour les valeurs de production, donc le tableau plus clair, les valeurs n'ont pas évolué avec cette nouvelle démarche. Donc, ce que je vous ai présenté là est en cours d'instruction par l'autorité de sûreté dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de création du site de Penly. Et donc, avec ces nouvelles valeurs, on est en train de mettre à jour notre conception. Et donc, les systèmes qui sont le plus impactés par ces valeurs de température, donc pour les systèmes de sûreté, ça va être donc ce que vous voyez à droite, c'est un groupe électrogène de secours. Donc, c'est un système qui vient pallier au manque de réseau électrique et qui vient secourir les équipements nécessaires pour la sûreté. Mais on va avoir également comme système concerné tout ce qui est circuit de refroidissement que vous voyez illustré sur la gauche et qui sont connectés au milieu naturel dont la température évolue et est concernée par le changement climatique. Et on a également les systèmes de ventilation qui viennent refroidir les locaux dans lesquels sont abrités les équipements nécessaires pour la sûreté. Et donc là, on a vu les températures chaudes de l'air et de l'eau. Le deuxième paramètre qui était concerné par le changement climatique, ce sont les niveaux marins. Donc là, l'objectif sur EPR2 concernant les niveaux marins, c'est d'éviter la submersion de la plateforme. Donc la plateforme, c'est là où on construit toute l'installation et le bloc usine EPR2. Donc, c'est un sujet qui a déjà été évoqué largement il y a quelques jours. La façon de dimensionner, d'établir le niveau de la plateforme,
c'est la somme de 3 paramètres. Donc le premier, c'est ce qui est tout en bas, là, le niveau de marée théorique qu'on vient chercher et calé au niveau de la plus haute mer astronomique. Donc c'est la marée de coefficient 120, auquel on ajoute une surcote millénale, c'est-à-dire la surcote, c'est une hausse exceptionnelle de niveau d'eau qui est associée à des conditions de tempête qui aura lieu tous les 1000 ans en moyenne, ce qu'on appelle la surcote millénale. Et enfin, on vient rajouter une marge pour prise en compte du changement climatique. Et sur EPR2, cette marge a été fixée à plus 1 mètre et elle correspond à la prise en compte d'un scénario de changement climatique pénalisant, là encore en termes d'hypothèse d'émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans le rapport du GIEC, du 5e rapport du GIEC ou du 6e rapport du GIEC. Merci Clotilde. Sous le contrôle de M. Roudier, qui a la chance d'être à la fois garant de la concertation continue, mais qui est aussi un des membres de la commission particulière du débat public de Gravelines. Donc, il y a vraiment eu un approfondissement de cette question pour Gravelines, mais qui a donné, je dirais, un panorama global du sujet pendant 2 heures. Donc, ça sera revisionné sur le site du débat. Il y a eu 3 temps. Il y a eu, on va dire, la communauté scientifique qui a pu présenter des considérations générales sur le changement climatique et puis très vite décliner sur le risque de submersion marine. Vous voyez, avec l'IRSN qui est intervenu, l'Académie des sciences, le BRGM, l'Université de Lille et puis l'Institut des Vatrins qui est très propre là pour le coup au territoire de Gravelines. Les parties prenantes, évidemment, ont pu argumenter sur la controverse et notamment sur leurs désaccords que vous connaissez. Et enfin, et ça c'est important, EDF, maître d'ouvrage, on a pu justement présenter en détail justement toutes ces hypothèses retenues par la conception avec l'intervention justement des experts de R&D que citait Clotilde juste avant, qui justement sont nos appuis pour la conception, pour bien montrer que ces hypothèses de conception s'appuient sur, je dirais, toute la communauté scientifique avec laquelle émaillaient nos chercheurs de R&D. Donc voilà, vivement que tout ça soit en ligne et j'invite tout le monde à pouvoir s'y référer pour approfondir la question. Voilà, donc en conclusion, s'il faut retenir qu'une chose, ce sera ce slide. Le projet EPR2 intègre à la conception le changement climatique dans le respect du guide numéro 22 de l'ASN. On vise une réplication avec un effet de série, c'est-à-dire que les données qu'on utilise pour la conception couvrent l'ensemble des 3 sites d'implantation envisagés pour les EPR2, donc Penly, Gravelines et Bugey. Les études de conception, elles intègrent des modifications là, qui sont en cours pour prendre en compte les données du 6e rapport du GIEC et les ambitions de la trajectoire France à plus 4 degrés. Les échanges sont en cours avec l'autorité de sûreté nucléaire et son appui technique dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation de création du site de Penly. Et la démarche qu'on a définie sera réinterrogée périodiquement en fonction des données hydrométéorologiques réactualisées lors de la demande de mise en service, puis lors des réexamens de sûreté qui ont lieu tous les 10 ans, comme c'est le cas sur le parc en exploitation. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que je peux poser une question dans vos schémas qui sont clairement expliqués? À quel moment vous prenez en compte la biodiversité dans le projet? Parce que s'il y a réchauffement climatique, il y a aussi ces phénomènes-là qui sont... enfin bon, c'est plus marqué évidemment sur Bugey que sur Penly. Mais est-ce que vous intégrez la question de la biodiversité dans vos scénarios? Alors, Monsieur Bompard, là, on est sur un exposé qui explique bien comment, dans la conception du réacteur, on prend en compte cette agression naturelle et les effets du changement climatique sur la conception du réacteur. Les effets sur le milieu naturel et la biodiversité, c'est bien l'intégration
de l'objet conçu dans son milieu naturel. Et vous le savez, ça fait partie des études d'impact environnemental. Donc on est là, vous voyez, on est dans un champ différent. Là, on est plutôt dans le champ de la conception et avec en premier lieu sa priorité donnée à la sûreté, qui est instruit via le rapport préliminaire de sûreté. Les éléments que vous évoquez, ils sont à travers les études d'impact environnemental. D'accord. Merci Monsieur Bompard d'avoir initié ce temps d'échange dont je rappelle, et puis merci à Madame Rissouan et Monsieur Ménager pour vos présentations. Donc temps d'échange dont je rappelle rapidement les principes ici, et puis je précise donc que vous avez deux moyens pour vous exprimer, soit via le fil de conversation et on repartera vos questions en lien avec l'objet du jour à l'oral, ma collègue Fiona Boisard et moi-même. Soit en levant la main, et dans ce cas-là, attendez qu'on vous ouvre le micro. Vous pourrez ensuite, à votre tour, ouvrir le micro sur votre terminal et prendre la parole. En l'état, je vois que notamment, nous avons une première main levée avec Monsieur Olivier Leporot. Le micro vous est ouvert. À votre tour de l'activer sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous pouvez désormais activer votre micro. Est-ce que vous nous entendez, monsieur? Il faut que vous activiez votre micro sur votre ordinateur également, ou sur votre téléphone. Malheureusement, on ne vous entend pas, donc je vous invite à essayer de résoudre ce petit problème technique ou à utiliser le fil de conversation pour poser votre question. Et puis, alors, vous ne nous entendez pas, mais je n'ai pas la main sur le micro. Normalement, vous l'avez. Alors, on refait la démarche. Bon. C'est dommage. Je vous invite à poser votre question à l'écrit, monsieur. J'en suis navré que vous ne puissiez pas nous proposer votre intervention à l'oral. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en attendant peut-être qui souhaitent s'exprimer, soit à l'écrit, soit à l'oral, en levant la main? Pas d'autres mains qui se lèvent pour l'instant. Alors, merci, Monsieur Le Bourreau. Vous avez posé votre question dans le fil de conversation. Vous nous demandez, vous constatez l'impact sur la température de l'air. Quel impact sur la température de l'eau pour le site du Bugey? Alors, Monsieur Ménager, Madame Rissement. Oui, non, merci Simon. Donc là, on vous a dit qu'on était vraiment dans le cadre de la concertation continue Panly et sur les objets génériques. Donc, on ne souhaite pas aller sur un projet en particulier, a fortiori Bugey. Vous ne le savez peut-être pas, mais là aussi, on peut le mettre sous contrôle de la CNDP. Le débat public de Bugey devrait commencer très prochainement au mois de janvier. Donc, on ne souhaite pas ouvrir le débat de budget avant qu'il ouvre possiblement le mois prochain. Mais il n'est pas ouvert pour l'instant, hein, donc ça serait effectivement dommage d'anticiper ce que va être le débat public. Hein, donc, Mais évidemment que ça sera une question importante et on n'en doute pas. Tout à fait. Il ouvrira fin janvier et vous aurez les modalités à ce moment-là. Et en effet, ça fait partie des sujets abordés. Vous êtes, je crois, Madame Boulette-Santiago, membre de la CPDP sur ce débat, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Alors, nous avons une autre question à l'écrit de Monsieur Hervé Sellard. En dehors de l'aspect montée du niveau de la mer, prenez-vous en compte les tempêtes, vents très violents et comment? Alors, on a deux agressions effectivement associées
au phénomène météo que vous avez cité, c'est l'agression des grands vents et les projectiles associés aux grands vents et l'agression tornade. Donc les deux sont bien pris en compte à la conception. C'est également un sujet qui est cadré par le guide numéro 22. Merci. Une question de Monsieur Luc Martin. Quelle sera la cote NGF, donc NGF au nivellement général ou global de la France, je ne sais plus. Quelle sera la cote NGF de la plateforme de Panly? Ouais. Donc à Panly, on est à 12 mètres NGF. Donc voilà, on est calé au même niveau que la plateforme des deux tranches existantes sur EPR2. Donc les quatre réacteurs auront le même niveau de calage de la plateforme. Merci pour cette réponse. Je rappelle que vous avez la possibilité de vous exprimer soit en levant la main, soit en utilisant le fil de conversation. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres messages dans le fil de conversation et pas d'autres mains levées. Toujours pas, pour l'instant. Voilà, n'hésitez pas à utiliser ces moyens d'expression d'ores et déjà pour soit prendre la parole à l'oral, soit le faire via le fil de conversation. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres contributions. Écoutez, dans ce cas, avec votre accord, Madame, Messieurs les garants, je vous propose de toute façon qu'on s'oriente vers la conclusion peut-être de ce... Ah non, je vois une nouvelle question arriver quand même. Quel sera l'impact financier? La question vient de Monsieur Olivier Leporo. Quel sera l'impact financier de la prise en compte des nouvelles données? Oui. Toutes les modifications là, de conception que j'évoquais tout à l'heure au niveau des groupes électrogènes de secours, système de refroidissement, sont effectivement associés à un coût, mais qui est pris en considération dans le remontage des coûts globaux du programme EPR2. Voilà, qui sont quand même à un stade où on est dans la phase de conception, donc c'est plutôt des coûts d'ingénierie. C'est-à-dire que les équipements, ils ne sont pas là, ils ne sont pas installés. Quand on dit les modifier, j'explique pour tout le monde, il n'y a rien de construit, que ce soit à Panly ou à Gravelines, je pense que vous le savez bien. Donc là, on est dans des phases d'ingénierie, donc c'est du surcoût d'ingénierie, mais il n'y a pas encore d'équipement fabriqué ou installé. Donc il faut mieux, je dirais, l'anticiper à ce stade-là. Ça coûte un peu d'argent d'ingénierie, mais beaucoup moins que si on avait à modifier les équipements une fois installés. Merci pour cette réponse. Nous avons Eric, alors ce n'est pas une question mais une réaction. Merci, la présentation est très claire pour comprendre comment les enjeux climatiques ont été pris en compte par le concepteur, par le maître d'ouvrage EDF. Je lance un dernier appel à la participation, peut-être avant de s'orienter vers la conclusion dans le cas contraire. Là, vous pouvez toujours vous exprimer soit à l'écrit, via le fil de conversation Teams, soit à l'oral en levant la main. Des fois, c'est quand on s'approche de la conclusion qu'il y a des regrets. Donc, voilà. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Donc, Eh bien, écoutez, dans ce cas, on va s'orienter vers la conclusion, sachant que c'est finalement le premier webinaire d'une série peut-être sur la prise en compte du changement climatique dans la conception du réacteur EPR2. Et donc à ce propos, voilà, on voulait aussi savoir dans la perspective d'éventuelles prochaines rencontres sur ce sujet, si vous aviez des sujets en particulier que vous souhaitiez approfondir. Et donc là, je vous invite soit à utiliser l'outil Slido, soit à écrire directement dans le fil de conversation Teams, voilà, pour nous faire part peut-être de vos attentes sur de prochains
pour de prochaines rencontres sur ce sujet. Vous avez compris que les informations arrivent progressivement. La conception du réacteur EPR2 se poursuit. Et donc, au fur et à mesure, dans le cadre de la concertation continue, comme des informations pourront arriver en cours de route et être exposées dans le cadre de prochaines rencontres, peut-être. Vous avez une question sur les supports sera accessible, point d'interrogation. Alors, bien sûr, le support sera accessible et je parle sous contrôle d'Olivier Durand, mais il sera mis en ligne, je pense, sur le site internet de la concertation continue. On vous remettra l'adresse internet dans quelques instants, mais il sera disponible très vite sur le site internet de la concertation continue. De même que le compte-rendu de notre échange de ce soir. Simon, si tu permets, par rapport à ce que tu as dit, je pense qu'il faudrait qu'on apporte une précision. Donc je vais le faire, mais sous contrôle de Clotilde. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une boucle ouverte de la conception, hein, telle que tes propos pouvaient le laisser penser. On a une conception pour le fameux basic design, qui est vraiment cette phase des grands objectifs de sûreté et définition de cette sûreté, avant de passer, vous savez, en études détaillées. Il y a eu, on a eu l'occasion de l'expliquer dans le débat Graveline, mais il y a aussi des informations là-dessus sur le site de la concertation continue. Il y a eu une revue de maturité cet été qui a justement acté que cette phase de basic design était clôturée sur la conception de tous les bâtiments importants pour la sûreté, et ils intègrent, elle a été clôturée justement en intégrant les évolutions, enfin je vois Clotilde acquiescer, mais vraiment de le confirmer, c'est-à-dire que aujourd'hui, notre conception est figée avec les évolutions dont on vous a parlé aujourd'hui. C'est important de le signaler. C'est-à-dire qu'on rentre en conception détaillée d'exécution, on va dire, des études et des contrats et des équipements sur cette base-là. Voilà. Merci pour ces explications. Est-ce que Monsieur Bompard, Madame Bouliat-Santiago, Monsieur Roudier, vous souhaitiez ajouter quelques mots également en conclusion de ce webinaire? Le sondage reste actif par ailleurs si vous souhaitez continuer à y répondre. Quelques mots de commentaire, si vous permettez, sans conclure nécessairement le débat. D'abord pour saluer la qualité de la présentation et de l'échange. Ensuite, pour noter que pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au changement climatique? C'est parce que à la fin, ça conditionne d'abord la sûreté de l'installation, en fait. Et à ce titre-là, ça nous paraît, comme on l'a bien montré, un élément essentiel du sujet. Ce qui est également apparu, c'est que derrière l'expression changement climatique, il y avait pas mal de facteurs de risques qui pouvaient être pris en compte. Vous avez porté une attention particulière sur la température et sur le risque marin. Ce n'est pas nécessairement le seul, comme on l'a pu le voir dans le débat, puisque la question du vent a été évoquée et la question de l'inondation par la terre mériterait aussi de l'être. Alors, à la fois, il y a des éléments généraux et aussi des éléments particuliers et d'adaptation à chaque site. Troisième observation, c'est que c'est un sujet sur lequel il faut traiter du long terme, voire du très long terme. Et bien évidemment, plus on veut regarder loin, plus les modèles ont de l'incertitude dans la prévision et la question de quel est l'intervalle de confiance et à quel point de cet intervalle de confiance faut-il prendre est également une question très, très importante. Ce qui me paraît clair à ce stade, c'est que
c'est un sujet complexe sur lequel ce qui vient de s'exprimer aujourd'hui, c'est largement l'approche du maître d'ouvrage, et on a bien noté qu'elle se faisait sous le contrôle de cette autorité administrative indépendante qu'est l'ASN. Ceci étant, il me paraîtrait intéressant que cette première séance soit poursuivie par une intervention de quelques points de vue extérieurs et contradictoires, en fait, qui permettront de consolider et d'approfondir la réflexion du public et son avis sur le sujet. Merci. Merci, Monsieur Merci. Ménager. Merci, Monsieur Roudier. Monsieur Ménager, vous souhaitiez réagir? Non, moi Non. je voulais faire observer que tout le monde était invité ce soir et que s'il y avait des parties prenantes qui voulaient amener des avis contradictoires, elles avaient tout à fait la possibilité aussi de le faire ce soir. Elles étaient invitées comme n'importe qui du public. Merci. Monsieur Durand, on revient vers vous en tant qu'organisateur de cette concertation continue. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être sur Oui. la suite du programme et sur les moyens qui sont à disposition du public? Alors la suite, vous l'avez à l'écran, vous avez le lien vers la plateforme de concertation continue en ligne EPR de Panly. Le flashcode renvoie également à cette plateforme. Comme ça a été dit juste avant, on mettra, comme on le fait toujours, la présentation de ce webinaire en ligne sur cette plateforme, ainsi qu'un compte-rendu de ce webinaire. Et vous retrouverez, je vous invite à consulter cette plateforme. Vous pouvez aussi nous y poser des questions ou demander des informations supplémentaires, et vous trouverez dessus des informations tout au long du projet, ainsi que dans l'agenda, les événements en cours. On a d'ailleurs mis ce webinaire dans l'agenda de la plateforme bien en amont. Voilà, donc je vous invite vraiment à vous connecter à cette plateforme pour continuer à nous suivre dans les prochains mois, années sur ce projet. Et merci à toutes et à tous de votre participation ce soir. Bien, à mon tour également de vous remercier. Merci pour votre participation. Merci pour votre écoute et puis pour vos contributions. Et puis bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci. Voilà, merci. Merci, au revoir tout le monde.